3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thierry Leclerc est avec nous, le président fondateur d'AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Merci à Eric Venet de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et Christophe Barrault avec nous, chef économiste et stratégiste de Market Securities. Bonsoir Christophe. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là avec nous autour de la table. Christophe, je commence avec vous. Le décryptage, la décomposition de la dynamique d'inflation aux États-Unis. Je prends un peu d'avance parce que c'est vrai qu'on a un peu de visibilité quand même sur l'inflation du mois de juin aux États-Unis. Là, elle est à 4%. Elle sera peut-être à 3,5%, voire moins au mois de juin. Je parle de l'inflation globale sur un an, ce qui nous fait dire que, en un an, justement, le rythme d'inflation, le rythme de hausse des prix global aura été divisé par 3 quand même. Ouais, alors nous, on est plutôt sur 3 que 3,5. Ah oui, ouais. Donc une sacrée marche encore. Hein. Ouais, mais en 2 mois, on n'aura jamais vu autant de désinflation comme ça en 2 mois aux États-Unis. Exactement. Après, les effets de base sont extrêmement négatifs parce qu'on avait un prix du pétrole très très élevé. Donc la contribution du pétrole en juin, contribution négative, sera très massive. Importante. Après, ce qui est aussi intéressant dans le rapport d'aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qui a permis au CPI d'être en territoire positif. Alors vous avez les loyers qui ont rajouté 0,2 points à peu près. Et les ventes de véhicules existants, c'est 0,1 point. Or, on sait, via des indicateurs avancés, que ces 2 composantes sont censées se normaliser, soit le mois prochain, ou soit dans les 2 mois. Donc, un rapport plutôt encourageant et qui renforce l'idée qu'on sera plutôt aux alentours des 3% au mois de juin. Après, la vraie question, à mon sens, elle est plus qu'est-ce qui se passe de juillet à décembre. Et la vraie résistance, ce sera de passer de 3 à 2. Le seuil de 3 est, à mon sens, pas forcément très important à court terme. C'est comment on fait pour redescendre à 2%. Ouais. Quand on regarde, alors très spécifiquement, mais ce qui est regardé aujourd'hui par la Fed, donc l'inflation cœur dans les services en enlevant la composante logement, est-ce que là aussi il y a matière à encouragement, Christophe ? Alors ça se normalise, mais c'est la composante de toutes les composantes qui se normalise le plus lentement. Si on compare à d'autres composantes comme l'alimentation qui, pour le coup, commence depuis quelques mois à montrer des signes de faiblesse. Alors, c'est valable aux États-Unis, mais c'est valable quasiment partout dans le monde. Le vrai point, c'est celui-là. On sait que c'est beaucoup plus dépendant du marché de l'emploi qui est encore très résilient. Et le quid de la Fed aujourd'hui, c'est de se dire comment on arrive à passer de chiffres qui sont plutôt alentour des 4 et autres, à les faire revenir vers, on va dire, 3% dans un premier temps, 2% dans un second temps. Et ça, c'est pas sûr qu'on puisse l'observer sur juillet-décembre, comme vous dites, Christophe ? Non, puisque les effets de base, pour le coup, sont beaucoup moins favorables que pour d'autres composantes. Et on a quand même cette résilience du marché de l'emploi, alors, même si on a, je dirais, une certaine normalisation depuis quelques mois, on reste sur des niveaux, on a un taux de chômage très faible. On a des salaires qui, certes, la croissance des salaires se normalise, mais c'est encore très lent. On a des offres d'emploi qui sont qui sont pratiquement le double du nombre de chômeurs. Donc, marché de l'emploi, même si c'est un indicateur retardé par rapport au cycle macro, on est quand même sur des niveaux encore de légère tension. Donc, sur cette composante du CPI, on sait que ça va être beaucoup plus sticky, entre guillemets, et que ça mettra plus de temps à se normaliser que les autres composantes qui sont plus cycliques. Du coup, pour la Fed, est-ce que c'est simplement une question de maintien dans la durée du niveau de restriction monétaire qui a déjà été atteint, ou est-ce que c'est encore une question de niveau de restriction monétaire ? Ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, la pause pourrait durer, avec un petit risque d'avoir un dernier relèvement de taux si les conditions le permettent à 100%, qu'il n'y ait pas de dégâts, on va dire, sur le secteur financier, que les publications des bancaires soient solides, etc. Mais globalement, j'ai l'impression qu'on a atteint un seuil à partir duquel, si on va un peu trop loin, on aura des conséquences sur le crédit d'une part. On sait que les conditions de crédit sont déjà dégradées très significativement. Et c'est pas impossible que T2, la croissance du crédit soit déjà très légèrement négative aux États-Unis. Et aller un peu trop loin, ça voudrait dire que ça deviendrait assez négatif au T3 et potentiellement encore plus négatif au T4, avec tous les risques que ça peut impliquer sur des secteurs comme l'immobilier commercial et autres. Donc, à mon avis, on a à la limite du taux optimal. Maintenant, il faudra
pas aller trop loin à mon sens. Je pense qu'ils en ont bien conscience. On a déjà ralenti le rythme. La pause est plutôt dans les tuyaux pour cette semaine, au moins, avec peut-être toujours un petit risque à la hausse derrière. Ouais, l'idée de la pause, qu'est-ce que ça vous inspire à ce stade? On en a déjà beaucoup parlé, Eric, mais c'est vrai que le marché, là, pour le coup, est de manière assez immédiate, très focalisé sur cette question. Ça veut dire que jusqu'ici, tout va bien? C'est-à-dire qu'en fait, elle a réussi son pari. C'est-à-dire que si on arrive à 3,5... 3, nous dit Christophe. Alors, même 3, ça serait... Alors, ça voudrait dire aussi que... Il faut se remettre un an en arrière. Si en juin 2022, à plus de 9% d'inflation, où tout n'arrêtait pas d'accélérer, tout accélérait aux États-Unis, si on vous avait dit, vous verrez, dans un an, on sera à 3, pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui l'auraient dit. Il faut juste mettre à côté qu'on n'a pas de chute de la croissance. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait faire 3 si on avait fait exploser les taux, mais... On n'a pas cassé la machine. Moi, ce que j'avais peur, c'est qu'en remontant aussi rapidement, on casse la machine. Et apparemment, on ne la casse pas. Puisque la consommation est toujours là, les emplois sont toujours là. Donc, et la demande est encore soutenue. Donc, pour moi, la très bonne nouvelle, c'est qu'on ne casse pas les anticipations. Alors après... Ce qui me perturbe un petit peu, c'est que comme on a accumulé tellement de stocks d'épargne un peu partout ou de liquidités dans les entreprises, est-ce que on n'a pas épuisé en fait, il n'y a pas eu un effet retardement de l'utilisation de la politique monétaire, ce qui ferait que d'un seul coup, d'ici quelques mois, on se retrouve avec complètement une rupture forte. Ouais. C'est juste... et on se poserait dès lors la question... Mais ce risque, on se le pose depuis un an. Hein. Exactement. Vu la vitesse et l'intensité de la remontée des taux, on se l'est posé à chaque hausse de taux, cette idée de la rupture, du truc qui s'arrête d'un coup, quoi. Je pense que la question ne se pose pas pour l'instant, mais c'est toujours la petite crainte. Enfin, on n'est jamais content. Hein, donc, en tout cas, bravo, puisqu'en fait, on ne pensait pas d'ici un an, il y a un an, qu'on aurait ces conditions-là, quand même. Bon, Thierry, il est temps pour la Fed de prendre le temps d'observer ce qui se passe. C'est pas que nous qui le disons. Hein, le marché n'attend plus vraiment de hausse là, sur les prochains trimestres. Donc, oui, le chemin est fait. Je suis assez d'accord. On a souvent tendance à taper sur les banquiers centraux parce que, pour plein de raisons qui appartiennent à chacun qui pratique ça, mais bon, finalement, ils ont quand même plutôt bien piloté, comme vous dites. Hein, il y a un an, personne personne. On avait à peu près compris les raisons. On avait dit que c'était, il y avait la guerre en Ukraine, le fait que les goulets d'étranglement liés au Covid se débouclent tout d'un coup et qu'en même temps la demande est présente. Donc on avait à peu près compris. Après, le scénario, il est impossible à prévoir. On avait les éléments. Il y avait un chemin, effectivement, pour que ça ne se passe pas si mal que ça, que les chaînes d'approvisionnement se remettent à fonctionner, que la demande se stabilise un petit peu. Et c'est ce qui semble se produire. C'est ce qui s'est produit depuis un an. Et les banquiers centraux, américains et aussi côté européen, je pense, ont été plutôt bons. Après, ils inventent rien. Ils suivent des datas toute la journée. Ils se mouillent pas trop. Ils essayent de donner une guidance au marché pour que tout le monde s'y retrouve. Finalement, ça se passe plutôt pas mal. Donc, chapeau, effectivement. Je rejoins ce qui vient d'être dit. Petite nuance, le plein impact de ce choc monétaire, il est encore à venir. C'est juste maintenant qu'on commence à ressentir les pleins effets de cette... Oui, mais il fallait déjà... pour les marchés, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt cette phase qui est très perturbante, stressante. Effectivement, pour l'économie réelle, là, on va voir ce qui a été dit précédemment, l'impact sur l'immobilier, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Mais le marché, lui, c'est vrai qu'il se focalise vraiment énormément sur les banquiers centraux, ce qu'ils disent. Et ça, le plus dur, pour le coup, est derrière nous. Et après... On peut même aussi aujourd'hui avoir... je ne veux pas paraître suroptimiste, mais finalement, ça ne se passe quand même pas si mal que ça. Un chemin sur lequel le PIB ne s'écroule pas complètement. 2023, on attendait une année difficile en termes de croissance, voire de décroissance. Finalement, c'est pas fantastique, c'est pas du tout mon propos, mais en tout cas, c'est pas non plus catastrophique. Donc à nouveau, ça rejoint ce qui a été dit précédemment. Chapeau les banquiers centraux qui ont réussi à faire baisser l'inflation. Alors, il y avait des éléments exogènes qui ont disparu, donc ça, c'est normal. L'inflation core,
et c'est vraiment ça, hein, le nerf de la guerre. Donc, est-ce que les salaires sont impactés? Est-ce qu'il y a est-ce qu'on est dans des boucles et là, pour le moment, ça n'a pas l'air de se mettre en place. Hein. La preuve, c'est que l'inflation corps baisse. Donc, c'est quand même plutôt positif. Et puis, sur la croissance, ça ne se passe pas non plus. Il n'y a pas d'éléments catastrophiques aujourd'hui, avec quand même une Chine qui n'est pas forcément au rendez-vous, une Europe qui est moribonde. Bon, donc, c'est pas si mal que ça, je trouve, ce qu'on a sous les yeux. C'est quoi les indicateurs clés là, à suivre pour une banque centrale, selon vous, aujourd'hui, Christophe? Enfin, qu'est-ce qui fait la décision de politique monétaire à ce stade? Bon, ils sont sortis de l'idée un peu automatique des hausses de 75 points de base qu'on a enquillées pendant des mois. Donc on est dans autre chose. En même temps, ils veulent rester très dépendants aux données. On constate tous, et eux les premiers, j'imagine, l'écart qu'il y a entre les données d'enquête d'un côté, les données réalisées, les données dures de l'autre, les écarts entre enquêtes manufacturières et services. Tout ça donne une lecture très très compliquée. Et vous l'avez dit, il y a l'idée de regarder ce qui se passe dans les services cœurs et donc de s'intéresser au marché du travail, dont on nous dit que c'est toujours une variable un peu retardée, qui n'est peut-être pas la variable forcément la plus pertinente si on veut faire de la politique monétaire en regardant devant. Alors, je pense que déjà les banquiers centraux regardent tout. Ça, je suis même certain. Maintenant, si je devais donner mon avis sur ce qu'il faut regarder, c'est aux États-Unis, du moins, conditions de crédit T2, T3. D'accord. Donc les enquêtes de crédit, distribution, conditions de crédit, ça devient clé pour les banquiers. Taux d'intérêt sur carte de crédit. Il faut savoir qu'on est à plus de 20% quand même. Qu'une grosse partie de la croissance T4, T1 sur la conso se fait sur les ménages à faibles et moyens revenus qui ont rechargé à mort les cartes de crédit. Donc là, on a eu des taux de défaut qui sont montés T4, T1. Donc je pense que la clé, elle va être sur taux de défaut sur les cartes de crédit, qui sera un très bon indicateur de la conso. Provision mise en place par les banques au T2, parce qu'on sait que sur les, par exemple, cartes de crédit au T1, on était en hausse de 73% pour les 4 grosses banques par rapport au T1 de l'année passée. Donc la clé sur les États-Unis, la conso, elle est là. On sait que si la conso flanche, tout le reste suivra. Et éventuellement, ce qui peut se passer sur l'immobilier commercial et les ricochets, parce que les données sont très opaques. Généralement, quand on a un événement de crédit, c'est du jour au lendemain, et c'est là où on est toujours surpris parce qu'on ne peut pas vraiment le suivre. Sur une année où il y a à peu près 450 milliards de prêts à refinancer, 250 milliards dans les bureaux, et où on sait que les maturités sont de plus en plus courtes, avec des crédits plus difficiles à obtenir, des taux d'intérêt plus élevés. Je pense que là, la clé, c'est les conditions financières et ce qui se passe vraiment sur le crédit conso. Le reste, bon, le marché de l'emploi, voilà, c'est retardé généralement de 6 à 9 mois, mais je pense que dans ce cycle-là, ce sera encore plus. Parce qu'il y a une dichotomie très forte entre l'hospitalité, donc tourisme, restauration, etc., qui est en plein boom et qui explose. D'autres secteurs, tech, manufacturiers, qui, pour le coup, sont à l'inverse. Il y a sûrement un rattrapage encore sur l'hospitalité. Donc, ce qui fait que le marché de l'emploi, il y a un bout en rattrapage, un bout un peu plus cyclique qui a tendance à être sous pression. Le marché de l'emploi, je ne suis pas forcément que c'est certain que ce soit un bon indicateur pour se projeter à très long terme, mais on est obligé de regarder les salaires et voir s'il n'y a pas une boucle. Et après, la clé, c'est ce que j'ai tendance à répéter depuis 3 ans aux US, c'est là où je serais beaucoup plus critique sur les politiques monétaires. C'est quand les loyers sont montés en 2021 sur les market rent de 18%, personne ne les a regardés alors que c'était la clé. Quand ils sont encore montés de 10% en 2022, c'est dire mais les loyers ont pris 25% aux États-Unis en 2 ans. C'est aussi pour ça que les ménages demandent des hausses de salaire. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ça tend à se normaliser, les market rent. On est d'ailleurs en contraction en rythme annuel sur certains indices. Donc, ce qui est mais ça ne se voit pas encore. Hein. Mais il y a... Alors, le cycle traditionnel, c'est 9 à 12 mois de décalage, mais je pense que dans ce cycle-là, ce sera peut-être un peu plus, 12 à 15 mois. Mais ça veut aussi dire que la composante shelter du CPI a fait son pic et qu'il y a 18 mois de baisse potentielle ou 18 mois de normalisation sur le CPI. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Il faut le regarder, mais la Fed aujourd'hui a aussi créé ses propres mesures sur les market rent. Je ne sais plus si je crois que c'est celle de Cleveland.
mais à vérifier. Ouais, mais enfin, ils ont créé leur propre... Et ils en ont parlé. Tableau de bord là-dessus. Ouais, Powell a fait un speech fin novembre dans lequel il disait voilà, toute cette composante, ça commence à se normaliser. Et je pense que c'est quand même un point clé dans la dynamique de salaire. Et à l'inverse, si ça repart à la hausse, là, ce sera très problématique par la suite. Ouais. Bon, toutes ces tendances vont devoir être confirmées dans le temps, effectivement, avec un décalage et un temps de décalage peut-être un peu plus long que d'habitude pour ces variables sur l'immobilier, le logement, les loyers et sur le marché du travail. Si on en vient au marché, peut-être... Juste avant, Eric, effectivement, je pense que l'accès au crédit financier est la question maintenant. Ouais. On est d'accord, globalement, on a stabilisé l'offre et la demande à des niveaux relativement optimum pour avoir une inflation correcte. Ça s'est juste fait avec une rapidité extraordinaire et qu'il y a des secteurs qui vont souffrir plus que d'autres de renouvellement d'accès au marché financier. Et je crois que c'est là où ça peut... D'ailleurs, si le crédit bancaire est important aux États-Unis, j'imagine qu'il est x10 en Europe où... L'intermédiation bancaire reste quand même la clé pour beaucoup de financements, de ménages, de logements, etc. Donc je pense que c'est ça qu'il faut surveiller. C'est plus l'accès aux liquidités, au renouvellement au marché financier, ainsi de suite. Bon, sur les marchés, donc, l'événement de la semaine, c'est quand même alors ces situations techniques sur le marché américain qui sont en train d'évoluer avec des rebonds par rapport au point bas d'octobre 2022 de 20% et plus désormais. Pour le S&P 500, qui reste l'indice mondial de référence de ce point de vue-là, est-ce que c'est la fin d'un énorme bear market rally? Est-ce que c'est le début d'un bull market? On ne peut pas balayer cette situation technique d'un revers de main quand même. Ça marque les esprits, ça fait les gros titres, et puis on voit quand même la dynamique du marché américain, de toute façon. Après, c'est la conséquence de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est passé d'un secteur... de déflation et après surchauffe excessive où on essaye de politique désinflation sans casser la machine, c'est le meilleur des mondes. Voilà. Si on a toujours accès à la liquidité, on revient à la même chose. Donc, dans l'absolu, oui, je ne vois pas pourquoi on ne justifierait pas ça. Alors après... Il y a l'aspect un peu moutonnier ou comportemental. D'un seul coup, on n'en veut pas, puis après, on en veut. Bon, ça s'est fait par des très grosses entreprises, la remontée, où on était sûr. On achetait la sécurité, en fait. Et puis, la sécurité... Et la prise de risque minimale, quand même. Voilà. Oui, mais mais du coup, ça a renforcé le sentiment de sécurité, puisque les valeurs sécures continuaient de monter. Donc, au fur et à mesure que le scénario macroéconomique redevenait intéressant, on a diffusé cet optimisme dans l'ensemble de une partie des autres secteurs. Tout n'est pas remonté, en fait. Ah non. On est d'accord. Donc, en fait, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Oui, c'est ça. Mais il y a eu un effet d'entraînement ça, c'est un scénario encore devant nous, en fait, que vous décrivez. Possible, j'entends, Eric. Oui, parce qu'il y a encore les investisseurs se sont focalisés sur des secteurs bien précis. Et là, il y a encore des idées de secteurs qui n'ont pas participé à cette renouvellement de hausse. Donc, oui, ça peut durer encore. Mais en fait, c'est juste normal. Non, mais attends, Eric, on peut pas dire c'est normal. Mais non, mais on se pose la question depuis 6 mois. On est toujours au même. Mais je sais bien. Mais nous-mêmes, on est surpris. Moi-même, je suis le premier surpris. Pourtant, je suis positif depuis le rallye d'automne. Je trouve que c'est normal, effectivement. Mais c'est vrai que... Au fur et à mesure, personne n'a vu le S&P à 4003. Maintenant, Goldman est obligé de remonter sa target fin d'année à 4005 parce que tous les stratégistes se sont fait surprendre quand même. Oui, alors. Non, mais je veux dire, plus les États-Unis, parce que les gens qui écoutent, ils doivent se dire, mais attends, c'est qui cette bande de dingues qui pense que c'est normal qu'on ait 30% de hausse comme ça? Mais oui, il a perdu 30% l'an dernier. Oui, non, mais je suis d'accord. À la ramasse, en fait. Donc, oui. Non, mais en tout cas, on arrive à justifier cette situation, à la comprendre en tout cas. Oui, voilà. Ouais. Après, est-ce que ça va se poursuivre Pour l'instant, il n'y a pas de raison que ça ne se poursuive pas. En fait. Parce qu'on ne va pas changer de mood de marché, ni de changement de stratégie économique, comme on vient de le dire. Donc,
sauf accident de liquidité. Bon. Est-ce que c'est normal que vous inspire la situation des marchés, Thierry? Les records américains, le VIX qui est tombé à moins de 14 quand même ces derniers jours, donc des niveaux quand même de volatilité qui commencent à être assez bas. Plus du tout dans des zones de pessimisme, ça c'est sûr. Et puis ce phénomène de concentration, est-ce que c'est un signe de fragilité ou est-ce que c'est au contraire l'idée que justement il y a de la place pour que la participation s'élargisse? En fait, je pense qu'il y a eu une petite confusion qui s'est faite là à la fin de l'année dernière sur la tech. Parce que la tech, en fait, c'est renouvelé. Et il y a eu, donc, même il y a des banques, là vous citiez une grande banque américaine qui aujourd'hui donc, envoie des paniers à leurs clients, ils appellent ça New Tech. Donc on est toujours dans la tech, mais il y a une New Tech dans la tech. Voilà. Et en fait, vous savez, le marché, c'est toujours pareil. Donc là, est-ce que je suis surpris? Non, enfin, par le déroulement de ce qui se passe. Après, évidemment, personne ne peut savoir exactement comment ça va se passer, mais le marché a besoin d'un leader. Pour sortir de son marasme. Donc, le leader, c'est la New Tech. Et donc, comme c'était le leader précédent qui s'est cassé la figure, et c'est très rare que le nouveau leader soit le même que l'ancien leader. Mais alors, attendez, je ne veux pas être trop confusant, mais il se trouve que c'est toujours dans le secteur de la tech, mais il y a une prise de relais qui s'est faite donc entre l'ancienne tech et la nouvelle tech. Je comprends. Voilà. Et donc, c'est ça qui a drivé la croissance qu'on a eue depuis novembre. Et on a dit, le marché autre que cette partie, donc les méga caps, enfin donc les très grandes capitalisations / tech, a porté le marché, a tiré le marché très fort. Donc je voyais l'indice, par exemple, donc c'est un indice qui est à New York, le NICE, FANG+. Donc il y a 10 boîtes là-dedans. Il a fait 67% depuis le début de l'année. Donc le S&P, on est à plus 9%, et le S&P Equal Weight, on est à 2%. Donc c'est vraiment, il y a ce leader de marché qui est apparu. Il se trouve que ça crée... Et moi, le premier, je disais, attendez, la tech, ça va être difficile pour eux. C'est les mêmes noms d'entreprises, mais on les retrouve leaders pour d'autres raisons, qui ne sont pas les raisons du passé. Alors voilà, on mentionnait... C'est ça la New Tech. Exactement. Mais c'est les mêmes boîtes quand même. C'est plus ou moins les mêmes boîtes. Il y en a quand même qui réapparaissent, qui se... Non, mais ça montre la force de ces entreprises, d'être capables, l'agilité qu'elles peuvent avoir à ces niveaux et ces tailles d'entreprises qu'elles ont atteintes aujourd'hui. Enfin, désolé pour le jargon, mais c'est des boîtes qui sont asset light. C'est-à-dire qu'elles ont la capacité à se réinventer comme ça dans une très courte période de temps. C'est des boîtes qui génèrent beaucoup de cash, et donc voilà. Après, à nouveau, c'est toujours très facile quelques mois plus tard, mais elles ont fait du bon boulot. Elles ont coupé les coûts. Elles étaient dans une spirale aussi très d'embaucher, de partir sur tout. Enfin voilà, elles voulaient conquérir le monde. Là, elles ont trouver un chemin. Il y a un thème là. Il y a un thème. Elles savent sur quoi se focuser, se concentrer. On se disperse plus. On se disperse plus. Enfin, il y aura toujours, mais elles se sont reconcentrées. Elles ont du cash pour faire tout ça, et on est reparti pour un cycle. Et donc pour déboulonner ça, c'est impossible. Aujourd'hui, il y a que le régulateur. Même la politique monétaire n'y arrive pas. La remontée des taux ne casse pas cet enthousiasme pour le thème New Tech. Mais parce que ça a été fait en 2022, surtout les plus 75 points de base là, dont on parlait. Là, ça fait quand même très mal au marché. De mars, tous les 6 semaines, on se prenait 75. À partir de l'automne, on a vu effectivement que l'inflation, on avait atteint un pic. Alors, à nouveau, c'est toujours pareil. Très malin de dire qu'aujourd'hui on allait être à 3, ça c'était assez compliqué à prédire, mais en tout cas on avait vu qu'on avait un pic d'inflation, que c'était en train de décélérer, et donc on avait les composantes pour repartir sur un bull market. Il manquait plus qu'un leader, et il se trouve que le leader, c'est Apple. Non, et en plus c'est la boîte qui parle le moins d'IA, je trouve, Apple. Ils le font. Après, on a besoin d'un fournisseur, d'un équipementier. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé. Je suppose quand même que le Apple Vision Pro. Moi, écoutez, j'ai écouté la radio le matin. Oui, 3 500 €, c'est cher. Quand on regarde ce que c'est, on se dit waouh, quand même. Là, il y a quelque chose. Moi, je croyais pas avoir un jour un masque sur la tête pour faire plein de trucs. Je me disais non, mais ça, c'est des trucs californiens. On n'y sera jamais. Honnêtement, moi, en tout cas, j'avais envie de l'acheter. Je trouvais que le prix était... Quand on voit
tech qu'il y a là-dedans, c'est hallucinant quand même. Donc on peut tout faire avec ça aujourd'hui. Et là où je pense que c'est très fort, c'est pour ça que ça s'appelle Pro, c'est pour le business. Oui. Là, on pourra faire des meetings dans des conditions vraiment. Donc toutes les histoires de télétravail. Enfin voilà, peut-être que c'est un catalyseur. L'histoire le racontera, le dira plus tard en disant mais c'était ce qu'on attendait donc pour valider le méta. Donc le métaverse, peut-être que oui, il y en a qui étaient un peu trop tôt. On va repartir sur une nouvelle. Donc voilà, donc ça se passe plutôt bien pour le monde de la tech. La performance est très bonne. C'est des boîtes qui sont très bien gérées. On a du vent dans les voiles, plus 6% de croissance attendue sur cette année pour les chiffres d'affaires, plus 11% sur les EPS, le bénéfice par action. Donc il y a de l'effet de levier, du vent dans les voiles, ça crache de l'argent. Il y a des bonnes raisons, quoi. Voilà, il y a des bonnes raisons. C'est un peu chéro, mais quand on regarde, ça a pu être beaucoup plus cher. Et donc aujourd'hui, en tout cas, moi, je serais pas, j'irais pas du tout contre ça. Plus positivement, je continue d'aller avec ces acteurs-là. Et puis après, est-ce que ça va s'écarter au reste du marché? Oui, je pense qu'on a aussi un marché qui n'a pas fait grand-chose hors tout ça depuis ces derniers mois. Donc, je ne sais pas, peut-être les small caps, par exemple, qui sont quand même un vecteur de croissance extraordinaire. On a vu l'écart, Russell 2000 Nasdaq atteindre des niveaux spectaculaires. Jamais vu. Et donc, je pense que ça interpelle un peu tout le monde, tous les professionnels. Et c'est un gisement extraordinaire pour faire du choix de titre, du stock picking. Donc, je suis assez confiant aussi que ça commence à embrayer et il y aura je pense, des bonnes performances à faire dans les prochains trimestres sur cette classe d'actifs-là. Donc là, oui, ça peut... C'est pas l'un contre l'autre, en tout cas. Non, voilà, c'est ça mon message. Exactement, Grégoire, vous avez très bien résumé. C'est pas l'un contre l'autre. On a un leader qui tire le marché et aujourd'hui, une diffusion plus large me semble tout à fait possible. On est porté par les performances qu'on a, comme on a quand on a du Apple. Après, on est capable de prendre un peu plus de risques ailleurs, en fait. Et c'est pour ça que je pense que cette confiance auto-entretenue par effectivement des leaders qui ont amené le marché là où il est, peut après se diffuser sur d'autres secteurs et d'autres niveaux de marché. Alors, on le sent. Enfin, moi, Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque pour que ça se développe plus vite, peut-être Il faut que cette confiance, on l'ait pendant plusieurs semaines. Là, c'est 15 jours, 3 semaines. Je ne sais pas. Moi, j'ai vu pour la première fois le Russell surperformer le Nasdaq la semaine dernière. Voilà. Donc, mais on s'était posé la question il y a oui, moi, j'ai dit non. Et vous étiez beaucoup plus frais sur les small caps il y a encore un mois ou deux. On le fera que lorsque on aura une pérennité et on commence à l'avoir en fait. Donc, si on a quelques semaines comme ça avec ce maintien de confiance, pas forcément que les indices montent, mais bon, le marché est confiant. Elle va se divulguer au reste du marché. Et on voit sur les small françaises, vous avez davantage de spéculateurs qui arrivent. Vous l'avez constaté, oui. Ouais, c'est vrai. Donc c'est les petites parce que justement, vous allez sur les moyennes pour rattraper lorsque vous avez pas fait beaucoup de perfs, vous ne croyez pas que le marché va monter. Le marché est monté sans vous, donc vous rattrapez sur les mid. Mais lorsque vous avez pris confiance parce que vous étiez dans les grosses, vous allez aller chercher les toutes petites. Je sais pas, Christian, vous disiez tout à l'heure, les banquiers centraux, ils regardent tout et ils doivent bien regarder le Nasdaq, j'imagine. Donc... non, mais à un moment, ça a été vraiment un sujet. C'est-à-dire qu'à un moment, à l'été dernier, on se disait, non, mais attends, le Nasdaq qui rebondit, qui reprend 20% comme ça en plein milieu d'été, d'où Jackson Hole derrière, d'où le coup de poing sur la table de Jérôme Powell pour dire, non, les conditions financières, c'est pas ça. Resserrer les conditions financières, c'est pas emmener le Nasdaq 20% plus haut. Bon. Là, il y a d'autres facteurs qui jouent en ce moment. Non, mais sur les marchés et le thème de l'IA, est-ce que c'est pour vous un thème macro aussi ? Est-ce qu'il y a une lecture macro de ce thème aujourd'hui ? Alors, sur la partie Nasdaq et tech en général, je pense qu'il faut distinguer effectivement les grosses tech du reste de la tech. Pourquoi les grosses tech surperforment ? Première chose, elles ont beaucoup baissé l'année dernière. Ça, c'est un fait. Donc, il y a un effet rattrapage. D'un point de vue purement... facteur qui détermine ça, il n'y a pas affecté les grosses par les conditions de crédit, donc capacité à se financer, personne n'a. C'est pour ça que les grosses ont rebondi, et pas du tout les petites. Deuxièmement, il y a le phénomène croissance mondiale. Croissance mondiale tient, alors qu'aux États-Unis, on a un gros ralentissement. Alors, on peut dire que la Chine n'est pas à la hauteur des attentes, mais la croissance double et toutes les boîtes qui ont
points de vente en Chine, constate. Arrive à convertir. On le voit très bien dans le luxe, mais on le voit dans tout un tas de domaines. Et après, il y a 2 autres facteurs. Cost-cutting, je rejoins beaucoup ce qui a été dit sur le fait qu'ils ont mis en place des plans extrêmement lourds sur la deuxième partie de 2022. Et on voit que la finalité des layoffs, donc des licenciements, c'est encore aujourd'hui. Donc il y a un potentiel et surtout il y a une capacité à exécuter ce qu'ils ont annoncé. Donc ça se retrouve dans les EPS. Et après, il y a aussi une capacité d'exécution de l'intelligence artificielle dans ces boîtes-là que, à mon avis, les petites et les moyennes n'auront pas. Ouais. Et ça, l'air de rien, c'était pas attendu. L'explosion de l'AI, c'est tout récent. Mais non, au tout début, on se disait, oh là là, Google, c'est fini. C'est ce qu'on se disait quand même il y a 6 mois quand ChatGPT est sorti. Et il y a des exemples très concrets, par exemple, de codeurs. On avait 4 codeurs. Là, on peut en virer 1 sur 4 et demander à une AI de couper le code et d'être beaucoup plus efficace. Et ça, c'est du réel. Tous les parents, depuis 2 ans, ceux qui sont les... Non, mais c'est terrible. Tous les parents les plus éclairés depuis 2 ans essayent de pousser leurs enfants en disant apprends à coder, tiens, t'apprends l'anglais, t'apprends l'allemand, le latin, le grec, essaye d'apprendre le code, tu verras, ça te servira. C'est un peu ça, mais surtout ce qui est impressionnant dans les grosses boîtes de la tech, pour leur parler, c'est que l'AI, ils vous en parlent depuis un paquet de temps. Bien sûr. Sauf que là, pareil, l'exécution, elle n'a pas commencé. Oui, puis là, c'est un usage. C'est l'IA générative, c'est les modèles de langage statistiques, larges, etc. C'est un domaine de l'AI qui explose aux yeux du grand public avec la révélation ChatGPT. Mais c'est ce que je disais en introduction. L'IA, des stratégies d'investissement sur l'IA, il y en a depuis peut-être 10 ans, évidemment. C'est pas... Donc ça, c'est pour la partie, l'explication peut-être des grosses tech. Maintenant, sur l'impact de l'AI sur la macro... À mon sens, c'est potentiellement le choc le plus déflationniste. Ce sera beaucoup plus fort que l'économie collaborative, ce sera beaucoup plus fort que les Amazon, etc. Parce qu'il y a des applications très concrètes. Je pourrais vous citer des gérants qui avaient embauché des traducteurs, qui les ont supprimés. Je pourrais vous citer des gens qui avaient, justement, comme je disais, 4 codeurs qui en ont plus que 3. Et ça, à un moment ou à un autre, ça va révolutionner plusieurs secteurs. Donc la presse, à mon avis, il y aura d'un côté les journalistes, les vrais investigateurs, de l'autre côté l'AI. C'est un exemple. Sur la santé, on voit que ça peut produire des effets, mais sur tout un tas de secteurs, ça peut déjà avoir un impact général, entre guillemets. Et après, il y a de plus en plus d'AI spécialisés. Et ça, à la fin, ce sera ultra destructeur de jobs, qu'on le veuille ou non. Ce sera une source de gain de productivité pour certaines boîtes, mais il y aura ceux qui mettent en place l'AI, savent l'utiliser, et ceux qui ne le savent pas. Et ça, potentiellement, pour moi, ce sera extrêmement déflationniste à bien des niveaux. Et on a, vous avez le FMI, la patronne du FMI, on en a parlé. Mais pour eux, je pense que c'est très abstrait encore aujourd'hui, alors qu'on a déjà des cas concrets qu'on peut observer au jour le jour, ce qui n'était pas le cas d'autres, entre guillemets, bulles, comme la blockchain, difficile à appréhender. Alors que l'AI, ça a apporté tout le monde, mais d'une manière vraiment très simple. Oui, et puis... La vitesse d'adoption d'un outil comme ChatGPT ou les autres GPT, c'était quoi, 100 millions en quelques mois, c'est ça? Jamais un outil digital n'avait été adopté aussi vite, aussi fort par autant de personnes dans le monde. Ça montre bien, effectivement, l'engouement et la démocratisation du phénomène. C'est juste un thème tech à ce stade. En tout cas, le marché est assez, je trouve, clairvoyant, entre guillemets, dans le sens où qui sont les grands gagnants de l'IA aujourd'hui? Les fabricants de puces, à commencer par Nvidia, et puis on déroule un peu le fil. Mais dès qu'on veut aller un peu plus loin, le marché est quand même très divergent. Est-ce qu'une boîte de software va être gagnante ? Oui, peut-être, mais est-ce qu'elle ne commencera pas par peut-être devoir réviser son business model, son staff, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une phase douloureuse quand même avant qui mériterait une sanction boursière? Enfin, sur le moyen long terme, le marché a beaucoup plus de mal, je trouve, à jauger les gagnants et les perdants, quoi.
Vous avez tout à fait raison. Le bon terme, c'est clairvoyance. Donc là, les leaders, ils sont apparus. Ouais. Donc vraiment, le phénix est renaît de ses cendres. Renaît de ses cendres en quelques semaines, quelques mois. Et c'est assez fabuleux à voir. Et après, c'est vrai que les répercussions... Ouais. Par exemple, pour donner un exemple concret, Téléperformance, je ne sais pas si vous pensez à ça. Oui, entre autres. Non, mais dans la pub, c'est pareil. Les acteurs de la pub vous dites, ça va être génial pour nous. Et puis les cours de bourse ne montrent pas tout à fait la même histoire, quoi. Voilà. Exactement. Donc là, il y a un manque de visibilité. Ouais. Donc manque de visibilité, des ratings. Je continue sur mon exemple de Téléperformance. Donc c'est une boîte, c'était vraiment la darling absolue, x38, je crois, en un peu plus de 10 ans. Et puis là, elle a perdu pratiquement 67% par rapport au plus haut. Elle se reprend là, depuis quelques jours. Mais, oui, mais c'est un choc plus dur que l'affaire colombienne d'il y a un an. Exactement. Le cours de bourse de Téléperf est plus bas avec la montée de l'IA qu'avec le tweet du vice-ministre du Travail colombien. Non, mais c'est pour ça, c'est assez symptomatique de la question. Quel est l'impact de l'IA pour des boîtes qui sont... vraiment à la frontière. Donc ils disent, nous, vous savez quoi, ça va nous aider, on va pouvoir apporter des services en plus à nos clients et avec moins de personnes. Donc on va enrichir notre contenu sans pénaliser nos marges. Et pour le moment, le marché, il dit, non, vous allez tout simplement disparaître, on va plus forcément avoir besoin de passer par vous, on va vous squeezer et puis directement utiliser l'IA, parce que si vous utilisez l'IA vous-même, à la rigueur, on sait le faire nous-mêmes. Donc là, il rame vraiment Téléperformance. Alors à nouveau, c'était vraiment la darling. Il y a eu comme de la vie des sociétés, ils ont eu des petits sujets, et je pense qu'ils les ont plutôt bien traités. Donc ils font un Investor Day dans quelques jours, dans une dizaine de jours, pour essayer d'expliquer Téléperformance, de prouver au marché le bien fondé de leur utilisation. Mais aujourd'hui, en tout cas, là, à part les quelques jours où ça semble se stabiliser, on ne sait pas. Et donc, pour le coup, là, je serais prudent sur ces acteurs-là. Il y en a une multitude qui essayent d'embrayer sur la vague IA, mais qui n'y arrivent pas, qui ne convainquent pas. Et pour certains, il ne suffit pas d'en parler. Vraiment clairvoyant, c'est vraiment le juste terme que vous avez utilisé, Grégoire. Clairvoyant. Moi, je utilisais l'impossibilité, en fait, parce que l'exemple du Téléperformance, je trouve un super bel exemple. C'est-à-dire que ça se trouve dans quelques jours, que le patron va nous montrer qu'il peut utiliser l'intelligence artificielle. Non seulement il peut l'utiliser, mais que ça va lui permettre de changer beaucoup de choses et de gagner en productivité. Et le marché peut repartir dans l'autre sens, mais en vitesse grand V. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas savoir. Aujourd'hui, si le patron, déjà, lui, le patron de la boîte peut déjà avoir une idée, mais on ne peut pas demander aujourd'hui au marché. C'est trop disruptif, en fait. C'est facile d'acheter la boîte qui est dedans. C'est quand même une technologie qui existe. C'est dans ces boîtes-là où Capgemini, ils vous disent, attendez, l'IA, on découvre pas ça depuis ChatGPT. On a déjà des outils qui sont basés sur des intelligences artificielles. L'ampleur, elle est considérable. Parce que tout le monde s'appropriait. Donc en fait, c'est différent. Là, c'est pas le passage, on n'est pas au passage d'Internet. C'est simplement un outil qui est en train d'exploser et il est difficile d'appréhender quel est ce que ça va donner pour la boîte. Est-ce que ça va lui faire chuter ses bénéfices ou les faire exploser ? Donc, la première étape, c'était prendre des boîtes qui sont directement, les pelles et les pioches, et puis après, on verra. On ne peut pas demander autre chose au marché. Non, mais c'est là où je dis, il est clairvoyant, c'est-à-dire qu'il prend un risque limité. Voilà, je vais sur les pelles et les pioches, et puis pour le reste de la ruée vers l'or, on a le temps de voir, quoi. Et pardon, je rajoute juste un petit truc. On a déjà eu des profit warnings liés à l'IA dans l'éducation aux États-Unis. Ils sont arrivés en disant nos élèves, visiblement, ils font moins appel à nous, ils se débrouillent, ils se dépatouillent pour préparer leur examen, etc. Ils vont sur ChatGPT. Je dis pas qu'ils trichent, mais bon, en tout cas, c'est une aide voilà. Mais en tout cas, ils ont dit, nous, on manque complètement de visibilité, on est obligé de couper notre guidance. Donc il y a déjà des répercussions concrètes dans certains secteurs. Il faut qu'on s'arrête là, messieurs, parce qu'on va continuer de parler d'IA dans le dernier quart d'heure. Merci à vous trois, en tout cas, d'avoir été les invités de Planète Marché en chair et en os ce soir. Éric Venet, Montbleu Finance, Christophe Barraud, Market Securities et Thierry Leclerc, Alpha Jet Fair Investors.